Bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour la vidéo mensuelle des jeux joués. Comme vous pouvez voir, je suis en agréable compagnie. Je vais la pousser pour pouvoir faire place aux jeux. C'est un peu mieux. Alors on va commencer par une première partie où je vais parler du coup des jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci. Donc une première partie avec des jeux solo et également je vais parler de jeux duo dans un second temps. Donc en premier jeu, je vais vous parler de Etherfield. Donc c'est vraiment un jeu qui plaira pas à tout le monde. C'est dans un esprit, dans un thème onirique. Et tout le jeu tourne autour de ça. On arrive dans un monde de rêve du coup, et on ne sait pas qui on est, ce qu'on fait là, etc. Et le jeu va nous apporter des pièces, des puzzles qu'on va devoir imbriquer pour connaître toute l'histoire. Donc là je triche un peu parce que c'est juste le couvert parce que le jeu est en place. J'ai déjà fait du coup les 3 premiers rêves. C'est un jeu qui prend quand même beaucoup de temps à jouer. Je crois que c'est 3 heures, donc j'y joue assez peu, j'aimerais y jouer davantage. Pour le moment, je n'arrive pas à me libérer du temps pour y jouer. Donc Etherfield, j'ai mis un peu loin, hop, on va le mettre comme ça. Plus petit jeu, donc celui-ci c'est parce que j'ai reçu du coup l'extension à Noël, donc il s'agit de Rift Force Beyond. Donc ça c'est l'extension qui permet de jouer en solo et qui permet également de jouer en équipe de 2 contre 2. J'ai mis tout le jeu dans cette boîte, l'autre est vraiment beaucoup trop grande, ça n'est pas utile, alors oui ça plie un petit peu la règle, c'est pas très grave. Là, ça fait vraiment gagner le double. En fait, la boîte de base fait le double. Le solo est plutôt bien réussi pour un jeu d'affrontement. J'en suis plutôt contente. Par contre, je vous le recommanderais pas forcément si vous voulez l'acheter que pour ça. Il est bon, ça vaut le coup de prendre l'extension si vous voulez jouer en solo et que vous avez déjà la boîte base ou que vous pensez jouer avec d'autres personnes. Autrement, ce n'est pas un indispensable. Quand vous allez jouer en solo, vous allez avoir des cartes qui vont indiquer les effets que va réaliser l'automa. Donc vous êtes prévenu à l'avance de ce qu'il va faire et quelle carte il va piocher. C'est pas si facile que ça, moi j'ai perdu. Pour le moment je n'arrive pas à gagner, mais c'est plutôt bien pensé et là je joue vraiment en mode facile. Il y a plusieurs niveaux, de quoi apporter un peu de challenge. Ensuite nous avons Now or Never. C'est un jeu que j'attendais pas mal. Déjà l'illustration j'adore, c'est de Ryan Locat, qui fait à la fois le jeu et les illustrations. J'adore les illustrations. Ça fait partie d'une trilogie. J'ai pas fait les 2 précédents, j'ai fait que celui-ci parce qu'il est plus un peu plus compliqué. Et du coup, ça m'intéressait pour cette partie-là. Donc ça se joue en solo et de mémoire jusqu'à 4 joueurs, oui c'est ça. On va chacun avoir une zone à construire. On va essayer de reconstruire en fait une cité. Et on va également se balader sur une carte ici. Pour combattre des monstres, pour résoudre des quêtes, pour faire des actions qui sont spécifiques à des lieux, etc. Je vais avoir un avis assez tranché sur ce jeu. Je n'ai pas aimé. Alors, j'ai fait une première partie sans le mode scénario, sans le mode campagne. On m'a dit, essaye avec le mode scénario, ça amène un peu plus de sens au jeu. Pourquoi pas? Donc j'ai fait 4 parties, avec la campagne. Je confirme que le mode campagne apporte un peu de sens au jeu. On sait pourquoi on joue, y a des petites quêtes qui nous permettent, enfin des petits scénarios à chaque quête qui nous permettent un peu de nous plonger dans l'histoire. Mais je me suis arrêtée là, alors j'ai voulu pousser jusqu'au chapitre où on retourne en fait la map principale pour avoir les souterrains. Et la grosse déception, c'est exactement la même chose que le mode normal, vous avez juste quelques monstres qui changent et sinon c'est tout pareil. Je précise que la critique que je vais faire est uniquement pour le solo, je pense qu'à plusieurs il va être beaucoup plus intéressant, mais en solo c'est vraiment vide de sens. On va construire notre cité, ok. L'automa va avoir quelques personnages, l'automa se gère très vite, très simplement, ça marche très bien. Sauf qu'une grande partie de l'intérêt du jeu est en fait de pouvoir avoir des interactions avec l'autre et de se challenger pour essayer d'avoir le plus de points à la fin. Donc déjà on nous enlève ça, une fois qu'on sait, on le sait. Par contre ça perd vraiment tout le sens sur la zone principale. Et ça va également avoir un impact sur la map, on va dire, sur la map monde. Pourquoi? Parce que l'automa va tuer les monstres les plus faibles. Du coup, nous, ça nous poussait à aller un peu plus loin, pourquoi pas. Sauf que ces monstres-là, en multi, le principe est assez intéressant parce qu'en fait, dès que vous allez faire des dégâts, vous allez vous en prendre aussi, donc ça fait des combats très rapides. En solo, ça n'a aucun intérêt. Vous lancez les dés, vous appliquez les effets, il n'y a pas de suspense, il n'y a rien en fait. Vous pouvez calculer à la base si vous allez réussir ou non un combat. Le monstre vous inflige toujours les mêmes dégâts. Et vous, de votre côté, c'est en fonction de vos caractéristiques qu'il y a sur le côté que vous avez amélioré ou non. Vous lancez un des 4, ça va faire une des capacités.
Et voilà. Donc les combats sont pas très passionnants. L'automa nous pousse à aller combattre des monstres de plus en plus forts, alors qu'on n'évolue pas forcément aussi vite, encore que ça va. Il a un comportement un peu... Il essaye de nous embêter en prenant des quêtes qui sont à côté, ce genre de choses. Ça n'a pas vraiment d'incidence sur notre jeu. Les quêtes, parlons-en. Les quêtes, si vous voulez un jeu narratif, n'y allez pas. Très clairement. Pour moi, on est en dessous du niveau de Legacy of You, si vous y avez joué, qui n'a déjà pas beaucoup de narration, mais qui a au moins un peu l'intérêt de suivre un thème. Ici, j'ai vraiment eu l'impression de faire que des quêtes secondaires qui n'avaient rien à voir avec l'histoire principale. Et ouais, j'étais déçue aussi sur ce point-là. Ensuite, il y a une règle un peu bête, c'est que l'automa, il y a des villageois en fait qu'on peut récupérer qui vont générer des ressources dans notre village. L'automa a une règle spécifique qui dit qu'il prend les cristaux en premier, puis après les capsules du démon, je sais plus comment ils appellent ça. Bon, ça met un petit peu la puce à l'oreille. Les plus intéressants, c'est les cristaux et les fruits du démon, je sais plus comment ça s'appelle. Donc vous savez déjà qu'à chaque fois qu'il va jouer, il va prendre les meilleurs. Et ça vous dit aussi que si vous voulez gagner, il faut également que vous arriviez à prendre cela, ou en tout cas à générer ces ressources. Bon, il n'y avait pas de grand mystère non plus, hein, il suffisait de regarder le marché et vous comprenez que ce qui rapporte des sous, c'est les machins de démons et les cristaux. Voilà. Donc vous savez ce qu'il faut faire pour développer votre village. Dernier point qui ne m'a pas plu, en tout cas le dernier que j'ai en tête là, c'est que tout le jeu va se baser uniquement sur le dernier tour. Vous allez faire table rase de tout ce qui s'est passé avant, vous gardez uniquement, grosso modo, ce que vous avez dans votre village, donc les bâtiments que vous avez construits et les villageois, et puis c'est là que vous essayez de faire le maximum de ressources pour le dernier tour, et celui qui a fait en gros plus de ressources à ce moment-là remporte la partie. Les quêtes rapportent pas grand-chose, donc tout va vraiment se jouer à ce moment-là. Une fois que vous avez compris ces deux choses, donc il vous faut des cristaux, des démons, et qu'il faut faire en sorte qu'à la fin de la partie, vous produisiez le maximum de ressources, vous avez tout compris du jeu, le jeu est terminé. Donc moi je m'en suis vite lassée, en solo je vous le déconseille, mettez pas un sou dedans. À plusieurs, je pense qu'il peut être intéressant parce qu'il y a en effet de l'interaction. Les combats prennent plus leur sens parce qu'en effet, on va pas attendre 1000 ans pour que l'autre ait fini son combat. Et il va y avoir un peu plus de ah bah moi il me faut plutôt telle ressource pour pouvoir mieux réussir mes combos, etc. Mais bon. Comme vous l'avez compris, ce n'est pas un jeu que je vous recommande. Si, dernier point. Dernier point important, il y a énormément de matos dedans. Mais il y a des petites tuiles, les petites tuiles villageois là, que vous devez mettre en place, à chaque mise en place, là, que vous devez mélanger et remettre. C'est des toutes petites tuiles. C'est chiant. Pourquoi vous ne avez pas fait des petites cartes qui sont plus faciles à mélanger plutôt que des trucs qui partent dans tous les sens, qui se retournent, enfin bref. Non, je suis pas convaincue. Allez, on passe à la suite. J'ai joué également à Outlive, donc c'est la complète édition. C'est un jeu aussi que j'avais mis en place et que j'ai mis un petit moment à jouer, par manque de temps. Là, j'ai fait une partie récemment. Faut savoir que c'est un jeu qu'on avait joué il y a 2-3 ans, je crois. On l'avait loué, juste la version de base, pas la version avec l'extension. Et on avait beaucoup aimé. Donc, quand j'ai vu qu'il sortait la complète édition, je l'ai acheté. J'ai attendu une petite promo et je l'ai acheté. C'est la première fois du coup que je jouais en solo à Outlive et je le trouve bon. Honnêtement, je referai des parties. Je vais le garder aussi pour le multi, mais pour le solo, je le trouve intéressant. La seule chose, et je pense que c'est la critique principale que vous verrez par toutes les personnes sur ce jeu, c'est la phase d'entretien. La phase d'entretien, vous allez remettre des jetons de partout et part et d'autre pour les ressources. Pareil, vous avez des petites tuiles, je sais pas pourquoi ils ont fait des tuiles aussi fines. C'est chiant à attraper pour la fouille. Vous devez à chaque tour les mélanger, les refaire, en retourner. C'est un peu chiant. Bon, c'est pas la fin du monde. Le jeu est très bon quand même. L'IA est facile l'automa est facile à gérer. Elle est plutôt intéressante à venir nous bloquer sans non plus nous pourrir notre jeu. J'ai bien aimé ma partie et j'en referai. Et c'est un jeu que je vous conseille si ça peut vous intéresser. Et pourtant, c'est du placement d'ouvriers. Ensuite, nous avons Luna Capital. Donc ça, c'est un jeu que j'avais trouvé chez Lowe's. C'est un jeu que j'avais acheté 5 €, je crois. Et puis, j'avais vu qu'il était quand même pas si mal noté que ça. Et du coup, je voulais le tester. Dans la thématique, si vous avez déjà joué à Acropolis, vous avez déjà joué à Luna Capital. Luna Capital, c'est un peu la version plus complexe de Acropolis. Mais la complexité fait que c'est moins intéressant à jouer. Je sais pas vraiment trop comment l'expliquer, mais tout l'intérêt d'Acropolis, c'est de trouver la meilleure combinaison au meilleur moment, sans passer trop de temps à réfléchir, avec toujours plein de possibilités. Luna Capital reproduit un petit peu ça, mais je trouve qu'on a moins de contrôle et qu'il faut qu'on arrive à mieux gérer l'emplacement de chaque chose
Il y a énormément de manières de scorer. Et du coup, quitte à choisir, moi j'irais plutôt sur Acropolis, qui est certes un peu plus familial, avec peut-être une boîte plus grosse et plus vide, parce que celle-ci est bien fournie et très bien faite. Pour le coup, l'édition est nickel sur ce jeu. Mais voilà, un peu, à mon sens, un peu trop complexe pour ce qu'il est. C'est vraiment dommage parce qu'il est plutôt bon. Bon, après, à 5€, si vous le trouvez à 5€, vous pouvez y jouer si ça vous intéresse. Je pense que vous serez quand même pas déçus. Ensuite, Marvel Champions. Alors, faut savoir, j'aime assez bien l'univers Marvel, mais je suis pas non plus une fan absolue. J'ai craqué pour le jeu parce que j'en entends parler de partout. Il semble être un peu le JCE par excellence. Alors c'est un JCE, hein, c'est FFG d'ailleurs. FFG ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des boîtes vides, chères, et qu'en plus vous allez avoir envie de racheter après. C'est pour ça que les JCE en général je suis un peu réticente. J'ai aussi Horror Arkham, ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué d'ailleurs, parce qu'on sait qu'on risque d'y mettre beaucoup d'argent. Après je me dis, si on aime bien un jeu, et qu'on n'a pas de souci d'argent ou autre, pourquoi ne pas faire plutôt grandir un seul jeu plutôt que d'en acheter beaucoup. Moi aujourd'hui je suis plus dans cette philosophie-là, de pouvoir ajouter des extensions à mon jeu, de pouvoir le faire évoluer, sans avoir besoin de relire des règles, etc. Donc Marvel Champions, pour le moment j'en ai fait qu'une partie, le week-end dernier, en solo. C'est un jeu dont j'ai envie de revenir, mais je n'ai pas encore percé toute la subtilité, je pense, qui font que ce jeu est très mis en avant et très apprécié. Donc je vais voir si je passe du côté obscur de la force et que je commence à collectionner tout Marvel Champions, ou si au contraire je suis assez réfractaire au principe et que finalement j'abandonne cette piste. Mais dans les premières parties, j'ai quand même apprécié les mécaniques, elles sont très simples, on arrive à combattre, etc. Ce que je regrette, c'est que j'ai pas l'impression non plus de faire un combat, je me fais pas des scénarios comme Final Girl, ou dans Horror Arkham, pour comparer avec un JCE. C'est peut-être un peu ce qui me manque. Pour vraiment aimer le jeu, c'est peut-être un peu ce qui me manque. Par contre, ce qui va m'intéresser dans celui-ci, c'est que c'est un deck building où on va pouvoir améliorer son deck. On a un deck préconstruit à la base, mais le but, ça va être de l'améliorer pour trouver les failles d'un boss ou voir le deck surpuissant qui va vaincre tous les boss. Donc cet aspect-là m'intéresse pas mal pour Marvel Champions. Ensuite, nous avons Pass of Civilization. Alors, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on montre ce jeu-là, il faut forcément partir dans les débats des IA. Oui, ce jeu a été illustré en majorité, parce que je crois qu'il y a quand même des illustrations entre guillemets fait main, est illustré par une IA. Ce jeu-là, je ne l'ai pas demandé, je l'ai reçu. Et je voulais quand même en savoir un peu plus sur les mécaniques. Et j'ai joué en solo, et j'ai trouvé plutôt bon. Honnêtement, j'ai été assez surprise par les mécaniques qui sont très simples, et puis en même temps, on se laisse prendre au jeu. Je trouve vraiment bien fait. On va avoir simplement un plateau devant nous avec 4 cartes qui vont nous rapporter des ressources ou des savoirs. Et sur le côté, on a une piste d'amélioration qu'on va pouvoir augmenter. Quand on augmente notre piste d'amélioration, on va pouvoir acheter de nouvelles cartes pour les jouer ici. Donc c'est un cercle comme ça qu'on améliore tour après tour. Les tours vont très vite. Il y a une montée en puissance, ce que je trouve quand même très intéressante. Mais il y a, pareil, une chose qui me font ne pas rejouer à ce jeu, c'est la mise en place. Pourtant, ils ont essayé de faire quelque chose quand même qui se met en place un peu plus rapidement. Mais en fait, on a des cartes qu'on met sur des supports. Et ces cartes-là, il faut qu'elles soient uniques, mais en même temps de telle couleur, de ci, de ça. Il y a trop de règles autour de ça, de gestion derrière ça. On passe notre temps à piocher. Je ne sais pas, c'est une manière facile de mettre en place. En tout cas, moi, c'est ce qui m'empêche de ressortir ce jeu parce que tu y joues pendant une demi-heure et tu as une demi-heure de mise en place. À chaque fois, parce que si tu recommences une nouvelle partie après la précédente, et tu recommences cette mise en place là. Donc voilà pour Pass of Civilization, qui est aussi un jeu qui est quand même assez cher à vendu. Donc là c'est tout pour les jeux solo que j'ai joués. Je vais passer du coup au duo où je vais aller un peu plus vite. Donc le premier c'est Tokaido qui est assez ancien. Hop, vous le voyez pas là. Je crois que là c'est la 10e édition, donc c'est pour dire que c'est un jeu qui fonctionne bien. On est sur un jeu très très familial, il n'y a pas un gros challenge derrière, voilà. C'est très détente comme jeu. On a bien apprécié notre partie. Moi, j'avoue que maintenant, avec le recul, je me dis que je ne jouerai probablement jamais à ce jeu parce que j'ai pas le public pour le mettre autour. Comme c'est très familial, je trouve qu'il faut soit vraiment des enfants, soit des gens qui jouent très très peu et que vous mettez ça au milieu de la table et que pendant que vous discutez, vous pouvez jouer à ce jeu. Mais sinon, il n'apporte pas un grand intérêt stratégique, même pas du tout stratégique. Il est très beau, mais bon.
J'ai d'autres jeux et comme vous le savez, j'aime bien garder une ludothèque assez réduite. Mon chouchou, Ansend, donc là c'est une ère nouvelle qui apporte la partie expédition. Donc les expéditions, ça ressemble quand même beaucoup au Legacy si vous avez déjà joué, sauf que vous n'avez pas de modification de matériel. On le trouve beaucoup plus difficile que le premier, alors je sais pas si on a perdu la main ou s'ils sont plus difficiles, mais on a beaucoup plus de mal à gagner. On aime toujours bien Ansend, je vais pas en parler pendant des heures. C'est un jeu que je vous recommande si vous aimez le deck building et que vous n'y êtes pas allé. Ça fait partie des classiques. Ensuite, Perspective. Donc, c'est un jeu d'enquête et de communication où on va chacun avoir des cartes différentes. Là où nous on pensait qu'on avait vraiment joué sur la perspective, sur comment on voit une même scène et qu'on essaie de communiquer autour. Une fois le premier scénario passé, enfin le tutoriel passé, c'est plus du tout ça, vous avez chacun des cartes et il va falloir communiquer entre vous pour trouver les petits détails de ci, de ça et essayer de résoudre l'enquête. On a bien aimé la première enquête, il nous en reste 2 à faire. Ensuite on a fait une partie de Ghostwix et il est également sur BGA, alors en alpha je crois encore, ou peut-être qu'il est passé bêta. En tout cas il va bientôt arriver sur BGA. C'est un jeu d'affrontement, donc pour 2 joueurs, où on va jouer des cartes devant nous. Il y a quelques règles qui s'appliquent, globalement c'est pas très compliqué. Il est très dur à maîtriser. Moi j'ai joué sur BGA avec certaines personnes du Discord et bah j'ai pas gagné. J'avais plus aucune carte devant moi et j'ai lamentablement perdu. Mais ça m'intrigue. J'aimerais bien rejouer à ce jeu pour voir un peu les techniques qu'on peut faire avec et comment on peut remporter la partie. Et on continue avec un gros bestiau. Celui-ci j'avais quand même hâte, étonnamment, d'y jouer. Alors je dis étonnamment parce qu'on n'est plus trop au jeu familial, etc. Et Aurélie aussi d'ailleurs avait bien hâte d'y jouer. Les Aventuriers du Rail, Légende de l'Ouest, donc c'est un legacy sur les Aventuriers du Rail. Et on pourrait croire que c'est très familial. Nous on en est à peu près à la moitié du scénario. Je crois qu'il y a 12 parties comme Pandémique, quelque chose comme ça. Et à chaque fois qu'on va un peu avancer dans l'histoire, on va rajouter des pièces sur la carte qui représente en fait l'expansion que les États-Unis avaient vers l'ouest. On va également avoir des événements, des nouvelles règles qui vont s'appliquer. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas familial, vraiment. Je pense que si vous y jouez avec des enfants, des personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer, vous risquez de les perdre. En tout cas, c'est l'impression que j'ai en milieu de partie, où on a déjà pas mal de règles qui s'ajoutent. Alors c'est pas non plus très complexe. Mais il faut quand même des gens qui aiment le jeu de société. Sinon, ils risquent d'être moins rattachés à ça. Si vous avez des témoignages qui disent l'inverse, n'hésitez pas. Si pour vous, ça a très bien marché avec d'autres joueurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, ça m'intéresse déjà pour revoir mon jugement. Et puis, ça permettra aussi à d'autres, peut-être, d'avoir un autre avis sur le jeu. En tout cas, on aime beaucoup pour le moment. C'est la 2e fois qu'on joue, et on en fait 2-3 parties à chaque fois. Donc ça va vite. Et c'est très très bien. Et bah désormais on va voir un peu les jeux que j'espère jouer le mois prochain. En tout cas c'est vraiment mon objectif. Donc on va continuer à 2 joueurs sur les Aventuriers du Rail que je vous ai déjà présenté. Également Perspective. Donc à faire, on va continuer les campagnes. J'ai également mis Ansend une ère nouvelle. En quelque sorte c'est aussi une campagne. Puis c'est un jeu qu'on aime beaucoup. Donc je pense qu'on va y rejouer. En solo je continue ma lancée sur Aetherfield. J'espère vraiment pouvoir me libérer du temps pour y jouer, pour aller un peu plus loin dans l'histoire, parce que c'est un jeu qui me plaît bien malgré ses approximations de règles. Marvel Champions, il faut vraiment que je me décide sur ce jeu. Est-ce que je continue ou est-ce que ça matche pas? Et il y en a un petit dernier, dont je ne vous en ai pas parlé encore. C'est Mistfall Chronicle of Frost. C'est un tout petit jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs et que j'ai l'extension, c'est en anglais. C'est un jeu que j'ai déjà lu les règles il y a un petit moment, fin d'année dernière ou début d'année, je sais plus. Là je m'y remets, j'aimerais vraiment y jouer, je pense que c'est un jeu qui est très intéressant et qui peut en intéresser plusieurs. J'ai lu les règles de la boîte de base et pas encore de l'extension. L'extension apporte un mode solo qui est a priori bien plus intéressant que celui de base. Les règles de celui de base sont très simples, c'est ce qu'on retrouve régulièrement, par contre il y a beaucoup de matos dans une petite boîte. C'est typiquement le format en général qu'on cherche en tant que joueur solo. Des gros jeux dans des petites boîtes, comme on dit souvent. Il est possible également que je reçoive des jeux que j'avais kickstartés. Donc il y a Seven Citadel, je sais pas si certains s'en souviennent encore, parce que ça doit faire 3 ans qu'il y avait le financement participatif. Mais ça y est, c'est sur le bateau et ça devrait arriver en France prochainement. J'avais également pledgé le mini Gloomhaven, Button and Bugs, je crois qu'il s'appelle, qui devrait également arriver, je pense, en février. J'espère, parce que c'est un petit jeu qui m'intéresse bien aussi. Donc voilà pour ma sélection des jeux du mois prochain.
Il n'y en a pas énormément parce que j'aimerais pouvoir jouer plusieurs fois au jeu. Ça devient un peu mon objectif en fait, d'éviter de changer à chaque fois de jeu et plutôt de rester sur l'un pour éviter d'avoir à chaque fois à relire les règles et puis à essayer de découvrir un peu plus du jeu pour mieux le maîtriser et mieux vous en parler. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle est peut-être un peu plus longue que d'habitude parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur certains jeux. Je vous invite à aller voir les autres vidéos sur nos chaînes, et notamment les actualités sur les jeux solo que j'ai commencé en ce début d'année. Ça semble vous plaire, donc si vous les avez pas vus, n'hésitez pas à aller voir. Vous apprendrez peut-être des nouvelles choses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, amusez-vous bien. Salut!